et en supprimant certaines phrases évidemment destinées à remplir les vides, il put ainsi reconstituer ce qui suit. J'ai retrouvé à Rouen les traces de notre ennemi, et j'ai fait insérer dans les journaux de la localité qu'un paysan des environs d'Étretat avait déterré dans sa prairie un vieux chandelier de cuivre à 7 branches. Elle a aussitôt télégraphié au voiturier d'Étretat qu'on lui envoie le 12, à 3 heures de l'après-midi, un coupé en gare de Fécamp. Le matin de ce jour, le voiturier recevra, par mes soins, une autre dépêche contremandant cet ordre. Ce sera donc votre coupé à vous qu'elle trouvera en gare de Fécamp et qui l'amènera sous bonne escorte parmi nous au moment où nous tiendrons notre assemblée. Nous pourrons alors nous ériger en tribunal et prononcer contre elle un verdict impitoyable. Aux époques où la grandeur du but justifiait les moyens, le châtiment eût été immédiat. Morte la bête, mort le venin. Choisissez la solution qui vous plaira, mais en vous rappelant les termes de notre dernier entretien, et en vous disant bien que la réussite de nos entreprises et que notre existence elle-même dépendent de cette créature infernale. Soyez prudents. Organisez une partie de chasse qui détourne les soupçons. J'arriverai par le Havre à 4 heures exactement, avec 2 de nos amis. Ne détruisez pas cette lettre. Vous me la rendrez. L'excès de précaution est un défaut. Si le correspondant du baron ne s'était pas défié, le baron aurait brûlé ses lignes, et j'ignorerais qu'il y a projet d'enlèvement, projet de jugement illégal, et même, Dieu me pardonne, projet d'assassinat. Fichtre, mon futur beau-père, si dévot qu'il soit, me semble empêtré dans des combinaisons peu catholiques. Ira-t-il jusqu'au meurtre? Tout cela est rudement grave, et pourrait bien me donner barre sur lui. Raoul se frotta les mains. L'affaire lui plaisait, et ne l'étonnait pas outre mesure, quelques détails ayant éveillé son attention depuis plusieurs jours. Il résolut donc de retourner à son auberge, d'y dormir, puis de s'en revenir à temps pour apprendre ce que complotaient le baron et ses invités, et quelle était cette créature infernale dont on souhaitait la suppression. Il remit tout en ordre, mais au lieu de partir, il s'assit devant un guéridon où se trouvait une photographie de Clarisse, et, la mettant bien en face de lui, la contempla avec une tendresse profonde. Clarisse d'Ettig, à peine plus jeune que lui, 18 ans, des lèvres voluptueuses, les yeux pleins de rêve, un frais visage de blonde, rose et délicat, avec des cheveux pâles comme en ont les petites filles qui courent sur les routes du pays de Caux, et un air si doux et tant de charme. Le regard de Raoul se faisait plus dur. Une pensée mauvaise qu'il ne parvenait pas à dominer envahissait le jeune homme. Clarisse était seule, là-haut, dans son appartement isolé, et 2 fois déjà, se servant des clés qu'elle-même lui avait confiées, 2 fois déjà, à l'heure du thé, il l'y avait rejointe. Alors, qui le retenait aujourd'hui? Aucun bruit ne pouvait parvenir jusqu'aux domestiques. Le baron ne devait rentrer qu'au cours de l'après-midi. Pourquoi s'en aller? Raoul n'était pas un Lovelace. Bien des sentiments de probité et de délicatesse s'opposaient en lui au déchaînement d'instinct et d'appétit dont il connaissait la violence excessive. Mais comment résister à une pareille tentation? L'orgueil, le désir, l'amour, le besoin impérieux de conquérir le poussaient à l'action. Sans plus s'attarder à de vains scrupules, il monta vivement les marches de l'escalier. Devant la porte close, il hésita. S'il l'avait franchie.